Alors, très rapidement, en guise d'introduction, je rappellerai pourquoi nous sommes sur ce projet. La démarche de l'UIVC, nous remercions l'institution de nous avoir contactés à l'occasion d'un colloque en Sorbonne que Jérémy avait eu la gentillesse de soutenir grâce au 20 Cahors. Nous avons envisagé la possibilité de faire une histoire du 20 Cahors et plus particulièrement, plus largement même du Malbec. Donc une histoire qui se fonde sur des méthodes et des principes universitaires, qui a consisté depuis quelques mois à construire une équipe autour de collègues de différentes universités, Université de Bordeaux, Université de Tours, mais également des équipes au sein de l'Université de Paris-Sorbonne et du CNRS. Et je tiens à saluer aujourd'hui l'une des étudiantes en master, Laura, qui est déjà engagée dans ce projet et qui est avec nous aujourd'hui. La confiance de l'UIVC se manifeste par le temps qui nous a été donné. Lorsque nous sommes en relation avec des institutions ou des entreprises, nous avons tendance à dire que les historiens ont besoin de temps pour travailler, contrairement à d'autres. Donc nous sommes engagés dans un projet qui durera un peu plus de 3 ans pour pouvoir entrer dans les archives, pour traiter une histoire qui couvrira près de 8 siècles. Et comme il n'y a pas d'histoire et de travail des historiens sans source, nous avons commencé à repérer ces archives, à prendre les contacts nécessaires pour pouvoir travailler. Donc, d'ores et déjà, il est possible de remercier les archives départementales pour leur accueil. Nous n'y trouverons pas tout. Nous allons également nous consacrer à des recherches sur d'autres terrain, sur d'autres archives, jusqu'en Russie, pour nous intéresser à certains sujets. Et puis, nous avons commencé un travail d'histoire orale, d'interview, avec les acteurs principaux de l'histoire récente, en essayant de les diversifier, sachant qu'il est bien clair que nous allons travailler dans la plus totale indépendance, afin que cette histoire soit révélée, analysée, et qu'ensuite, elle puisse, si cela est possible, servir les stratégies de l'UIVC. Donc c'est ce principe d'indépendance qui, je crois, fera toute la validité de ce qui sera dit ensuite, et c'est très important de le souligner. Donc aujourd'hui, nous allons aller vite également, comme les autres intervenants. Nous allons nous allons organiser notre intervention en 2 temps, et donc je passe sans tarder la parole à Léonard pour la première partie. Bonjour. Alors la première question que je voudrais aborder ce matin, c'est pourquoi faire l'histoire de ce vignoble et de ce cépage. La première raison, c'est pour nous, notre objectif d'aller au-delà du récit des origines que l'on trouve un peu partout, en particulier sous la plume de ceux qui ont à raconter l'histoire de manière brève, concise, les journalistes. Et ce grand récit des origines, bon, par définition un mythe en quelque sorte, il se présente comme ça. J'ai pris cet exemple, peut-être monsieur est-il dans la salle, Jonathan Ray, je ne sais pas, mais là on a tout le récit, c'est-à-dire une viticulture qui commence au Moyen-Âge, qui a ses plus belles heures, qui commence au temps des Romains, qui a ses plus belles heures au Moyen-Âge, avec une galerie de portraits absolument brillante, passant de Saint-Didier à Aliénor d'Aquitaine jusqu'à Pompidou, qui n'est pas là cité dans ce petit texte, non plus que Pierre le Grand, qui apparaît lui aussi régulièrement dans les présentations qu'on peut faire, qu'on peut trouver chez les journalistes. Alors, cet récit, il est intéressant. Pour nous, le travail va consister à le passer à la critique historique, c'est-à-dire voir de quelle manière il résiste au travail sur les sources dont on vous a parlé. Donc, nous allons distinguer ce qui est avéré, de ce qui est vraisemblable et de ce qui est fantasmé éventuellement. Le tout pour arriver à nuancer, déplacer le récit que nous connaissons, avoir une image, au final, de ce vignoble de Cahors qui soit un peu différente de l'image attendue ou connue. Sinon, notre travail ne servirait à rien. Et j'ai trouvé que cette image, cette photographie de Gustave Legret, représentant un pont de Cahors, mais pas celui qui est le plus généralement représenté, était une manière d'illustrer cette démarche.
Et là, on a un pont qui a disparu, et le travail d'histoire permet de le remettre en lumière. Alors ce grand récit des origines, en fait, il ne tombe pas du ciel. Il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il a été construit. Ce que nous observons après les 3 premiers mois de travail sur le terrain, à lire ce qui a été fait par le passé, c'est que ce que nous connaissons du vignoble a été essentiellement le fait de travaux au XXe siècle. De travaux qui ont accompagné une quête identitaire dans le vignoble. Les premiers travaux sur l'histoire du vignoble de Cahors remontent au début du XXe siècle, à un moment très particulier pour l'appellation, qui est de savoir si elle peut ou non faire partie de l'ère de délimitation de Bordeaux. Les premiers travaux sur l'histoire de la viticulture et des relations à Cahors et des relations avec Bordeaux sont faits dans ce contexte-là précis, pour savoir si, légitimement ou pas, Cahors pourrait faire partie de Bordeaux. Vous savez qu'à la fin, en 1911, à la fin des débats, l'ère de délimitation a été réduite à la Gironde, au département. Et finalement, Cahors n'a pas fait partie, pas plus que le Marmandais ou le Bergeracois. La deuxième étape d'écriture de l'histoire du vin de Cahors, c'est accompagne la recherche d'une appellation, la volonté d'obtenir une appellation d'origine. Et des travaux sont entrepris, en particulier par José Baudel, qui dirigeait la cave coopérative et qui a publié ce livre, qui reste, je crois, à l'heure actuelle, le point de départ pour tout travail historique. Il l'a publié en 1972, c'est-à-dire l'année qui suit juste l'obtention de l'appellation. Et il avait constitué tout ce dossier historique précisément pour argumenter auprès de l'INAO, l'Institut national français, argumenter une appellation. Notre travail, vous l'avez entendu dans la bouche du président Vigouroux, s'inscrit dans une troisième étape au XXIe siècle, encore une fois liée à l'identité du vignoble, à un moment où il y a des mutations profondes en cours, où ce vignoble de Cahors reconstitue son identité autour du Malbec. Vous avez dit Malbec, venons au titre de notre intervention. À titre d'illustration de notre démarche, je vais vous présenter une réflexion sur qui et quoi se cache derrière ce nom bien connu de vous. Qui et quoi ? La première mention que nous ayons trouvée pour l'instant de Malbec, c'est dans un texte de Jean-Baptiste de Segondat, fils de Montesquieu, dans un mémoire de 1785. Et là, on a très nettement Malbec cité comme étant une variété un cépage proche du côte rouge, et même ressemble beaucoup, dit-il, au côte rouge. Et il y a tout un tas de synonymes. Pour Segondat, l'origine de ce mot vient d'un propriétaire en Médoc, qui aurait planté beaucoup de ce cépage, mais on trouve d'autres hypothèses, et sans aucune précaution. Nous allons travailler à vérifier cela. Quelle est la bonne hypothèse ? A priori, c'est la première. Mais sans aucune précaution, Wikipédia dit que Malbec, c'est le nom d'un paysan hongrois qui est arrivé avec ce cépage et qu'il a... Voilà. C'est ce qu'on écrit si on se fie exclusivement à Wikipédia. Un Jura girondin, un mot occitan qui voudrait avoir une mauvaise bouche, un nom de famille répandu dans la région, notamment qui donne son origine à la place où moi je suis né, à Bergerac, la place Malbec, c'est le nom d'une famille toulousaine, et ça peut être aussi ça à l'origine. Bon, on va travailler là-dessus. D'où vient le cépage géographiquement ? Une première hypothèse, c'est le nord de la Bourgogne. Là encore, Wikipédia vous donne ça, et l'attribue à l'ampélographe Gallet, alors que Gallet ne dit pas du tout cela. Donc beaucoup de précautions quand on travaille sur l'histoire d'un cépage, c'est très compliqué, c'est un chantier qui débute en histoire. La Touraine ou le Quercy, tout un tas d'études semblent montrer que c'est le Quercy qui serait le berceau du cépage, notamment des études génétiques qui montrent que le côte
vient d'un croisement de la Madeleine noire charentaise et du prunelard plutôt tarné. Alors, qu'est-ce que c'est que le Malbec au XXe siècle? C'est, trouve-t-on généralement, l'échec en France et la réussite dans le Nouveau Monde. Voilà aussi l'image qu'on a, que tout le monde a en tête. Là, nous nous inscrivons tout de suite en faux. C'est-à-dire que cette image-là tord la réalité historique. Le Malbec n'a pas été un échec en France au XIXe siècle, au XVIIIe et XIXe siècle, avant de devenir un succès dans le Nouveau Monde. Le Malbec, c'est un cépage extrêmement répandu au XIXe siècle, qui compose plus de la moitié de l'encépagement bordelais, qui est à la base des vins classés en 1855. Là, j'ai fait une recherche sur les livres scannés par Google en langue française entre 1830 et 2008. Regardez le nombre d'occurrences de Malbec par rapport à Merlot au XIXe siècle. C'est très net. Malbec, c'est un sujet, un vrai sujet au XIXe siècle. Un sujet débattu, ceci dit. Il y a des débats sur le cépage est-il bon ou mauvais. Je passe sans plus attendre la parole à Pascal Griset pour vous parler maintenant, après cet exercice sur le cépage, des directions dans lesquelles nous allons travailler dans les prochaines années. Oui, c'est vous qui passez. Bien, donc après ces premiers points, nous allons essayer à travers mon propos de voir comment nous allons organiser tout cela et sur quel type d'hypothèse nous allons travailler. Alors, première hypothèse qui nous a marqué, c'est de voir comment finalement nous aurions très bien pu ne pas avoir à travailler. En ce sens que le Malbec, le vin de Cahors, aurait pu disparaître à plusieurs reprises. Et il y a là une question de résilience. Résilience face à une succession de crises, et ces crises, l'historienne Michel Perrault soulignait que lorsqu'on veut étudier l'histoire d'une entreprise, il faut la regarder au moment des grèves, parce que c'est à ce moment-là, c'est un point de vue un peu particulier peut-être, mais c'est à ce moment-là qu'on a une sorte d'ouverture de l'entreprise et de ses problèmes. Bien, la crise montre souvent comment une entité, une collectivité, une communauté peut ou ne peut pas réagir. Donc les crises se sont succédées. Alors ce fut tout d'abord, plus qu'une crise, un problème structurel pour Cahors, ce qu'on appellerait l'enclavement, c'est-à-dire que Cahors, éloigné de l'océan, était soumis à des taxes régulières sur le Lot. Il y avait tout un système de taxation sous l'Ancien Régime avec des autorités territoriales qui ne se privaient pas de prélever leurs dîmes à différents endroits. Donc un problème d'intégration lié à cet enclavement. Autre problème, bien sûr, la crise du phylloxéra. La crise du phylloxéra qui est un véritable traumatisme pour l'ensemble de la viticulture française, a été particulièrement dure dans le Lot. Le Lot a été touché relativement précocement et ensuite, pour replanter la vigne, les caractéristiques du Malbec ont fait que ce travail de rattrapage, qui s'est plus ou moins bien mené dans d'autres appellations, dans d'autres territoires, a été extrêmement difficile. Également, une autre crise qui, je dirais, a failli faire cette fois-ci carrément disparaître l'exploitation du vin de Cahors, c'est la grande gelée gel de 1956. On a ici une photo d'une fontaine à Agen. On a atteint des températures qui atteignaient les -20. Donc ça a été quelque chose également où le Malbec a souffert peut-être plus que d'autres encore de cette situation. Et puis enfin une autre crise beaucoup plus récente, cette fois-ci une crise liée au contexte économique, peut-être des problèmes aussi d'organisation au sein de la communauté qui travaille autour du vin de Cahors, comment s'organiser, comment se structurer. C'est pas facile, il y a des intérêts parfois divergents, des cultures qui peuvent parfois s'articuler difficilement. Donc au tournant du siècle, fin 20e, début 21e siècle, cette crise des prix qui a profondément secoué l'appellation et qui a posé bien sûr de nombreux problèmes. Alors face à cette situation, nous voulons, au-delà du local, au-delà des problèmes locaux, et c'était la demande de l'IVC, intégrer cette histoire du vin de Cahors à une histoire plus globale, à une histoire internationale.
Et là, cela ne sera pas artificiel, car il y a de nombreux éléments qui nous montrent dans l'histoire que pour comprendre l'histoire du vin de Cahors, du Malbec, il faut bien sûr avoir une approche globale, voire mondiale. Alors ce constat s'appuie d'abord sur les marchés du vin. Le marché du vin de Cahors a été assez tôt, très tôt, un marché international. Vous avez à l'écran les routes qui étaient suivies pour acheminer les marchandises vers la Russie, en passant par la Baltique. Nous sommes en contact avec des historiens des Pays-Bas, du Danemark, qui travaillent sur ces questions, des bases de données qui nous ont déjà permis de montrer que sur ces bateaux, il y a un registre des bateaux qui passaient pour être taxés. À nouveau, la taxation est une bonne source d'archives, pas toujours très agréable, mais ça fait toujours des archives. Et donc vous avez ici un registre tenu pour le XVIIIe siècle du passage de chaque bateau dans ce détroit, et on peut noter la cargaison, la cargaison a été analysée, on voit très bien ici la mention du vin de Cahors qui nous permet donc d'attester de ces déplacements. Autre dimension internationale, celle-ci, alors on avait quelques certitudes, un échange assez approfondi avec un de nos collègues qui travaille sur l'histoire de l'alimentation en Russie, nous a montré qu'il faudrait peut-être considérer certaines certitudes, l'exportation du vin de Cahors en Russie et puis l'appropriation par la société russe sous la forme d'une boisson un peu particulière, le Kagor. Donc là, il ne s'agit plus d'exporter, mais une population, une culture qui s'approprie un vin venu d'ailleurs et qui le transforme. Enfin, bien sûr, nous ne le développerons pas aujourd'hui, tout le monde le sait bien, l'Argentine, le développement du Malbec et ces échanges qui, après une période d'ignorance, dirais-je d'une certaine manière, sont très importants entre Cahors, l'Argentine, pour travailler sur la renommée mondiale du Malbec. Donc une histoire décidément internationale et globale. Alors, on pourrait souligner un paradoxe. Comment est-il possible qu'une appellation, qu'un territoire qui ait connu autant de crises, qui ait eu autant finalement de difficultés, voire de fragilité, ait pu survivre à ces siècles de tourmente et apparaisse au début du XXIe siècle ambitieuse avec cette décision de remettre en avant le nom de Malbec, de l'associer à la ville de Cahors et d'avoir une stratégie décidément et résolument internationale. Alors nos hypothèses seront notre hypothèse sera qu'il s'agit là peut-être d'une sorte d'un modèle qui s'est construit pour le vin de Cahors avec ses spécificités. Et bon, il s'agit là d'une ébauche tentant de construire les tenants, les aboutissants, les acteurs de ce qui pourrait être une stratégie pour Cahors, pour le Malbec dans le XXIe siècle, une stratégie qui trouverait ses racines dans l'histoire. Alors, comme tout modèle, ce modèle peut être assez facilement déconstruit. Il y aura parmi vous des gens qui vont dire « Ah, mais ça, oui, non, bon, etc. » Mais c'est une plateforme sur laquelle nous allons essayer de travailler, sachant que le travail de l'historien de nos jours ne consiste pas seulement à dire « ça c'est vrai, ça c'est faux », mais à proposer des modèles d'analyse. Et je crois que dans nos échanges, les interviews que nous avons déjà pratiquées avec plusieurs des acteurs de la région et du vin de Cahors, je crois que cet échange est extrêmement profitable. Donc pour conclure rapidement, je dirais que nous nous inscrivons dans une démarche scientifique. Je crois que nous avons déjà travaillé dans notre équipe sur différents sujets, sur l'histoire de l'innovation. J'avais écrit il y a quelque temps une histoire du SEMAGREF, l'innovation dans le domaine de la recherche sur le monde agricole, sur les brevets. Nous avons une approche qui n'est pas strictement liée au vin, mais qui va nous permettre de faire respirer cette histoire, en tout cas qui nous passionne. Enfin, un projet ouvert, c'est-à-dire un projet qui respecte l'indépendance des historiens, mais qui est ouvert sur les acteurs, qui veut échanger avec eux et qui veut que cette histoire soit un mode également de communication au sein de ce qui pourra être les gens, les structures qui travaillent pour le vin de Cahors. Enfin, une équipe qui va être constituée de collègues de Paris, de collègues de Bordeaux, de Tours, qui vont communiquer aujourd'hui devant vous ce matin. Nous les remercions pour nous avoir rejoints, les professeurs Willio, Figeac, Bounot, qui seront avec nous pour nous accompagner dans cette aventure. Et enfin, donc,
créer un lien, je crois, dynamique entre le local et le global et contribuer au développement, encore une fois en toute indépendance, mais avec une certaine passion. Nous sommes déjà très attachés, je crois, à ce qui se fait ici, mais nous garderons scrupuleusement la distance qui est nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. En tout cas, merci beaucoup et merci beaucoup.